c'est une liste déjà fournie, mais pas totalement exhaustive, des facteurs de risque de BPCO. Et donc, c'est divisé en facteurs de risque individuels et en facteurs de risque environnementaux. Donc, les facteurs de risque environnementaux, bah, évidemment, c'est la pollution atmosphérique, c'est l'exposition à la fumée de tabac, que ça soit en tabagisme passif ou en tabagisme actif. Et puis, on peut évidemment commencer à fumer ou commencer à être exposé à la fumée de tabac à différents moments de sa vie, et puis éventuellement des expositions professionnelles. Ce qui n'est pas dans le schéma initial, c'est le statut socio-économique qui est probablement très important, dont on ne sait pas bien à quel point c'est un facteur indépendant ou lié aux autres. Et puis pour les facteurs de risque individuels, eh bien, donc ils entretiennent des interactions dynamiques avec les facteurs de risque environnementaux. Et on a donc des choses un petit peu plus spécifiques aux différents âges de la vie. Donc en préconception, on a des facteurs épigénétiques qui sont d'ailleurs même pas limités à la génération des parents, mais le tabagisme chez les grands-parents augmente le risque de BPCO chez les petits enfants. Euh, le génotype, il va pas il peut intervenir à différents moments de la vie. Quand c'est dans la phase, enfin, au niveau de la croissance fœtale ou de l'enfance, eh bien, ça va plutôt être des polymorphismes de gènes qui sont impliqués dans la croissance de l'arbre aérien. Et puis, plus tard dans la vie, ça va plutôt être d'autres polymorphismes comme le déficit en alpha-antitrypsine ou des polymorphismes des métalloprotéases ou une mutation du gène de la télomérase qui va plutôt accélérer le vieillissement et donc accélérer le déclin respiratoire et augmenter la sensibilité à la fumée de cigarette, par exemple. Et puis, Professeur Gilles, s'il vous plaît. les infections à répétition pendant l'enfance, l'asthme dans l'enfance, la nutrition, tout ça, c'est aussi des choses qui vont augmenter le risque d'avoir un déclin de la fonction et une BPCO à l'âge adulte. Et puis, il y a probablement des facteurs protecteurs et je vous parlerai en toute fin de topo de l'activité physique. Juste deux exemples de ces facteurs de risque précoces, parce que vraiment ce qui se passe dans les premières années est primordial. L'exemple de la prématurité, donc là c'est la cohorte Épicure, donc c'est d'anciens prématurés nés avant 27 semaines d'aménorrhée plus 6 jours. Il y a eu des comparaisons des EFR à l'âge de 11 ans. Et donc, les enfants anciennement, enfin nés prématurés à 11 ans avaient une fonction respiratoire plus basse. Donc là, c'était le VMS qui était plus bas et les résistances des voies aériennes qui étaient plus élevées. Et au sein même des prématurés, ceux qui avaient eu une dysplasie bronchopulmonaire avaient des résultats qui étaient encore moins bons que ceux qui étaient nés prématurés sans dysplasie bronchopulmonaire. Et à l'adolescence et à l'âge adulte, en fait, on a des spirométries qui sont fréquemment anormales. Et voilà, jusqu'à 66% des prématurés nés avec dysplasie bronchopulmonaire. Professeur Gilles, Professeur Gilles, Et puis, si vous m'entendez. un autre exemple de facteur de risque précoce, la pollution. Donc, on peut être soumis à la pollution à tous les âges de la vie, mais en fait, assez tôt dans la vie, ça a eu une action délétère sur la fonction respiratoire. Là, c'était une étude qui a été menée en Sud-Californie dans 5 sites et à 3 périodes différentes. Il y a eu des relevés de pollution atmosphérique et un suivi fonctionnel entre l'âge de 11 et 15 ans. Et donc, d'une part, il y avait une bonne corrélation, malheureusement, du VMS avec les taux de pollution. Alors, pas tous les polluants, mais en tout cas, les particules fines PM2,5, PM10. Le dioxyde d'azote, en revanche, c'était pas évident. Enfin, il n'y avait pas de relation significative pour l'ozone. Et il y avait, en revanche, sur la période, sur les différentes périodes, les auteurs avaient observé une tendance à la diminution de la pollution atmosphérique, avec donc une diminution de la quantité de ces polluants, et
de manière parallèle une diminution de la proportion d'enfants avec un VEMS inférieur à 80% à 15 ans. Alors, corrélation n'est pas causalité, mais quand même, c'est une donnée qui est très intéressante. Si on améliore la qualité de l'air, eh bien, on améliore la fonction respiratoire de la population. Ça, juste pour vous dire que les facteurs de risque de développer un trouble ventilatoire restrictif à l'âge adulte ont également été étudiés, alors moins que la BPCO, et ils ne sont pas tout à fait les mêmes en fait dans cette étude qui était en fait une étude américaine de la Tucson Children's Respiratory Study et puis qui a poolé les résultats avec d'autres Monsieur Gilles, s'il vous cohortes plaît, européennes. Monsieur Gilles, si vous m'entendez, Oui. vous avez 3 Oui. minutes pour conclure, s'il vous plaît. Si vous voulez qu'il y ait des questions pour votre conférence, vous devez conclure dans 3 Bien minutes. sûr. Merci beaucoup. Ok. Donc voilà, c'était pas tout à fait les mêmes facteurs de risque. Je vais passer un peu vite sur ça parce que je n'ai plus le temps et je vais plutôt vous parler de la détection des sujets à risque avec la notion de PRISM, donc le Preserved Ratio Impaired Spirometry. Donc la définition du pattern PRISM, c'est un TIFNO normal, mais un VEMS diminué en dessous de 80% de la théorique. La prévalence, selon la population qu'on étudie, si elle est plus ou moins sélectionnée et plus ou moins à risque, c'est probablement entre 7 et 12,3% dans les données dont on dispose. Et donc c'est un pattern qui est associé à plus de dyspnée, une distance parcourue au test de marche des 6 minutes qui est inférieure, des anomalies scanographiques à type d'emphysème, d'épaississement des parois bronchiques, l'obésité, la multimorbidité, et c'est un risque augmenté de développer un TVO, évidemment, mais aussi de développer une maladie cardio-respiratoire, d'être hospitalisé, et c'est associé à une augmentation de la mortalité respiratoire, cardiovasculaire ou même la mortalité toute cause. En revanche, c'est un pattern qui n'est pas du tout permanent, puisque dans cette étude hollandaise avec 1603 sujets, ils avaient étudié la spirométrie à un point 1 et puis à un point 2 qui était 4 ans et demi plus tard. C'était que des sujets de plus de 45 ans. Voilà, pardon, j'ai oublié de préciser. Et en fait, donc NL c'est normal, PRISM et COPD c'est BPCO. En fait, il y avait des gens qui correspondaient à un critère à une définition au point 1 et puis qui pouvaient en fait entre le point 1 et le point 2 changer de définition. Donc des gens qui étaient normaux, qui développaient un prisme ou une BPCO évidemment, mais ceux qui partaient du prisme pouvaient rester prisme, pouvaient redevenir normal et pouvaient développer une BPCO. Et même une petite proportion de ceux qui correspondaient à la définition de la BPCO pouvaient avoir une spirométrie 4 ans et demi plus tard qui était redevenue normale, ça c'était 7,4%, ou qui avait évolué plutôt vers un prisme, donc avec un TIFNO qui était redevenu normal, même si le VEMS était resté bas, ça c'était que 1,5%. Donc on voit que en fait, de la même manière qu'on peut changer de trajectoire fonctionnelle, même de manière un petit peu moins, un petit peu plus focalisée, on peut aussi avoir des modifications de la spirométrie, au moins en tout cas en début de la maladie. Donc un enjeu majeur, c'est la détection précoce des sujets à risque. Je vais aller vite parce que j'ai plus beaucoup de temps, mais donc l'étude de gauche montrait que un très bon un moyen, c'était peut-être d'abaisser le seuil de normalité du TIFNO. Et au lieu de prendre un TIFNO au 5e percentile avec un Z-score à moins 1,64, peut-être que le prendre ceux qui avaient déjà un TIFNO inférieur à moins 1,26 de Z-score, donc inférieur au 10e percentile, ils étaient très à risque de développer une BPCO, même en stratifiant selon le sexe, le statut tabagique et la présence de symptômes. Et puis, l'avenir, c'est de développer des scores prédictifs multidimensionnels avec les facteurs de risque, donc, incluant la majeure partie de ceux dont je viens de vous parler, et puis d'autres qu'on pourrait découvrir, les symptômes respiratoires, des anomalies de la spirométrie, des anomalies scanographiques, des biomarqueurs, on n'en dispose pas encore beaucoup. Il y a la protéine CC16 qui est prometteuse, mais bon, pour l'instant, c'est encore du développement, des variants génétiques. Et donc, en fonction de toutes ces données, après, on pourrait avoir un score un peu personnalisé de risque et
en fonction du risque, eh bien, avoir des actions de prévention plus ciblées et puis de remonter vers les adultes jeunes, puis vers les adolescents, vers les enfants. Et donc, avec l'idée évidemment, qu'ils ne soient pas exposés au tabagisme ou à d'autres pneumotoxiques, mais peut-être les suivre de plus près. Peut-être il faut proposer des dépistages plus larges de la fonction respiratoire chez les sujets pour savoir, pour que chacun sache un peu dans quelle trajectoire fonctionnelle il se situe. Et puis, promouvoir l'activité physique parce que l'activité physique, dans la phase de croissance, donc dans l'enfance et dans l'adolescence, plus on pratique une activité physique et plus elle est intense, plus on va avoir une fonction respiratoire, un pic fonctionnel élevé, mais ça marche pendant la phase de croissance. Une fois qu'on a dépassé ce pic fonctionnel, malheureusement, l'activité physique a beaucoup de bénéfices, mais pas celui d'augmenter les volumes pulmonaires et les débits. Et c'était ma dernière diapo. Je vous remercie pour votre attention.